Masechet Nazir Daf Lamed He, on va commencer par Lamed Dalet Amud Bet, à partir des mots Ima. Ima Haprat Mefourash Perigamour, Afkol Perigamour. Pour savoir de quoi on parle, il faut juste rappeler la mahloket que nous avions vue entre Hachamim de la Mishnah et Rabbi Elazar de la Baraita. Selon Hachamim, dans la Mishnah, le nazir est frappé d'interdiction de consommer le produit de la vigne, c'est-à-dire les fruits. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le fruit? Il n'y a pas seulement les raisins frais, les raisins secs, il y a également le vin, il y a également le vinaigre, il y a également les pépins, il y a également les peaux de raisin. Tout cela fait partie du fruit, du produit de la vigne. Mais dans la Baraïta, nous avions vu que selon Rabbi Elazar, il n'y a pas que le fruit qui est interdit, le produit de la vigne, mais même la vigne elle-même. La vigne elle-même, c'est-à-dire même les feuilles de vigne, même les loulavim, c'est-à-dire les cœurs des tiges, les sarments de vigne, même cela, c'est interdit, même les loulavim. Très bien. Alors maintenant, la Gemara, ce qu'elle nous avait dit, c'est que la mahloket entre Rabbi Elazar et Hachamim, elle repose sur un débat qui est plus fondamental. Lequel? C'est de savoir comment interpréter les psukim que la Torah a indiqué, que la Torah a retransmis par rapport au nazir. Alors je voudrais vous rappeler les deux versets. C'est Pasuk Gimel et Pasuk Dalet dans Sefer Bamidbar, Perek Vav. Alors nous avons comme ça un Pasuk qui dit Miyain veshechar yazir. Chometz yain vechometz shechar lo ishte. Traduction. Il ne faut pas boire le vin nouveau, ni le vieux vin. Shechar, c'est le vieux vin. Yain, c'est le Beaujolais. Mi chometz yain vechometz shechar lo ishte. Le vinaigre, le vin aigre, qu'il soit à partir d'un nouveau vin ou à partir d'un vieux vin, lo ishte. Vechol mishrat anavim lo ishte. Toute macération de raisin ne sera pas bue par le nazir. Va'anavim lachim veiveshim lo yochel. Des raisins frais ou secs interdits à la consommation du nazir. Kol yemen nizro mikol asher ya'aseh migefen hayayin et hatzanim ve'adzag lo yochel. Pendant toute la nésiroute, tout ce qui sera produit avec Kol asher ya'aseh migefen hayayin, et c'est cette phrase-là qui nous intéresse le plus, Kol asher ya'aseh migefen hayayin, de tout le produit de la vigne, eh bien, des pépins jusqu'au pot de raisin, il n'aura pas le droit de manger, le nazir. Alors maintenant, la Gemara nous dit que c'est là où se situe leur mahloket. C'est par rapport à l'interprétation de ces psukim. Comment les comprendre? Rabbi Elazar darish ribouye ou merote, Rabbanan darche klale ou prate. Rabbi Elazar, il interprète ces psukim en disant que la structure des versets, elle est mirout, ribouille, mirout. Précision, et plutôt restriction, limitation, et ensuite ribouille, extension. Alors, limitation, extension, limitation. Ribouille, mirout, ribouille, mirout. Je répète, où est-ce qu'on retrouve le mirout? C'est-à-dire limitation, restriction. Yain, shechar, anavim. Précision. Ça, c'est des précisions. Ensuite, généralisation. Mikol asher ya'aseh migefen hayayin. Ensuite, mehartzanim ve'adzag lo yochel. C'est quoi hartzanim et zag? C'est encore une fois des précisions. Alors répétons, précision, généralisation, précision.
Mirout, ribouille, mirout. Qu'est-ce qu'en en fait Rabbi Elazar? Il dit, en fait, nous avons une règle. Quand on a un ribouille, mirout, ribouille, mirout, comme ça il faut comprendre le ribouille. Ribouille, c'est Merabé Hakol. Et le mirout, il est Memaïd Davar Ehad. La généralisation, elle englobe tous les détails. Et le mirout, il exclut un détail. Tandis que Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ça c'est klal ou prat ou klal. En fait, ici c'est prat, klal, prat, mais ça ressemble à klal, prat, klal. Et quel est le din? Quand nous avons un klal ou prat ou klal, iatadan et la karem à prat. C'est-à-dire, généralisation, précision, généralisation. Comment, selon Hachamim, cela est interprété? C'est qu'en fait, la Torah, elle ne veut englober, au travers du klal, au travers de la généralisation, elle ne veut englober que ce qui ressemble au prat. Donc il faut définir les critères du prat, et c'est ça la référence. Le prat est une référence pour le klal. Par exemple, ici, d'après Hachamim, c'est quoi le klal? C'est tous les produits du raisin. Tous les produits de la vigne. Alors ça c'est le klal. Mais après ça le prat, voilà, on va lire, on va relire. On va relire. Verabanan darché, klalé ou praté. Je vais relire s'il vous plaît. Bemaïka mifalgé. Quel est l'objet de leur mahloket? Rabbi Eliezer darish, ribouillé ou miroté. Rabanan darché, klal ou prat. Rabbi Eliezer darish, ribouillé ou mirot. Regardez comment ça marche. Miyain veshechar yazir mi'et. C'est-à-dire que la Torah, quand elle a dit il ne faut pas qu'ils boivent du nouveau vin ou du vieux vin, eh bien là, elle a été précise. Mi'et. Ça veut dire qu'elle a restreint. Juste à cela l'interdiction. Évidemment, on ne parle pas que de yain, on parle aussi des davim. Mikol asher ya'aseh migefen hayain. Ensuite, elle a écrit tout le produit de la vigne, riba. Donc là, elle a étendu. À quoi elle a étendu? Pas seulement au vin, mais à tout le produit de la vigne. Ça marche? Très bien. Ensuite, mi'et, elle a écrit riba, mi'et veriba, riba hakol. Maï riba, riba kol mile. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a eu encore comme mi'out? Il est écrit mi'out, mais hartzanim ve'adzag lo yochel. Juste après, Mikol asher ya'aseh migefen hayain, qu'est-ce qui est écrit? Mais hartzanim ve'adzag lo yochel. C'est quoi hartzanim ve'adzag? Des pépins jusqu'au pot de raisin. Ça, c'est quoi? C'est un détail. C'est pas une règle générale. Alors, précision, généralisation, précision. À quoi sert la généralisation? À tout inclure. Riba hakol. À quoi sert la restriction? À exclure un seul détail. Riba kol mile. Umay mi'et, mi'et shabishta. On a rajouté kol mile. C'est quoi kol mile? Toute chose. C'est quoi toute chose? Par exemple, allez, donnez-moi un exemple. D'après Rabbi Elazar, on l'a déjà vu. La feuille. Bravo! La feuille de vigne Le sarment. et le sarment. Bravo! Donc tout cela, c'est-à-dire le loulav, les tiges fraîches du loulav des gefanim, de la vigne, le loulav de la vigne, également les feuilles de vigne, tout cela est interdit d'après Rabbi Elazar. Par contre, la Torah elle écrit un mi'out, hartzanim vezag, pourquoi faire? Pour exclure. Elle a écrit yaïn, et ça pourquoi faire? Pour exclure une chose. Laquelle? Maï mi'et, mi'et shabishta. Shabishta, c'est des branches sèches. Est-ce que le nazir a le droit de manger des branches sèches? Il n'a pas le droit de manger des feuilles de vigne. Il n'a pas le droit de manger des tiges de vigne. Mais quand c'est frais, mais quelque chose qui est déjà sec, qui n'est pas mangeable, eh bien, la Torah ne lui a pas interdit ça. Et si, par exemple, il en faisait, par exemple, un bâton de réglisse,
Il prenait le bâton de vigne, commençait à le mordiller, le croquer, le sucer. Est-ce que c'est assourd? Permis. Pourquoi permis? Parce que la Torah, c'est pas pour rien qu'elle a écrit des détails. Les détails, à quoi ils servent? À te dire que ça et pas ça. Qu'est-ce qu'elle veut exclure? Une chose, c'est le Shabishta. Maintenant, on va rappeler ce qu'on a étudié hier à Rabbanan. Mais Rabbanan d'Arché Klalé au Praté. Hachamim, eux, ils font une dracha de ces psukim, non pas sous cette forme de ribouille au miro de veribouille, mais plutôt sous quelle forme? Sous quelle forme? Klal ou prat. Alors voilà. C'est quoi le Miyain veshechar yazir prat. Mikol asher yaseh migefen hayain klal. Mehachzanin ve'adzag hazar ou piret. Prat ou klal ou prat. Yatadan ela keren a prat. Ma prat mefourash pri ou psolète pri. Afkol peri ou psolète peri. Comme on a dit, le klal englobe. Le prat restreint. Mais il ne restreint pas comme le mirout. Dans Ribouille Mirout. Ici, il restreint beaucoup plus. La restriction, elle est beaucoup plus importante. Pourquoi? Car le prat, il sert de référence. Dans Ribouille ou Mirout, le Mirout, à quoi il sert? À restreindre juste, à exclure juste une chose. Shabishta. Tandis que le klal au prat, le prat, il vient expliquer le klal. Qu'est-ce que ça veut dire, il vient expliquer le klal? Il te donne le critère, il te donne la référence pour savoir qu'est-ce que le klal inclut dans le klal. Eh bien, il faut définir le prat pour comprendre le klal. C'est quoi le prat? Des raisins. Ok? C'est quoi le prat? Les pots de raisin, les pépins. C'est quoi le prat? Le vin. Ok? Alors, rappelez-moi, c'est quoi déjà les pratiques? Les détails, les précisions, c'est quoi? Vin, raisin, pot de raisin, pépins. Ok? Qu'est-ce qu'il y a dans tout cela? Vous savez ce qu'il y a? Il y a péri et psolète péri. On a ici le fruit et on a aussi le déchet du fruit. On a par exemple aussi le vinaigre, qui est un psolète péri, c'est-à-dire un fruit qui s'est abîmé. Car le vin a tourné au vinaigre. Donc il s'est abîmé. Ça, c'est le prat. La Torah nous a interdit dans le prat, même le vinaigre. Donc elle nous a interdit le fruit, écoutez bien, le fruit et le déchet du fruit, c'est-à-dire même la partie abîmée. Alors qu'est-ce qu'on veut maintenant exclure? Tout ce qui ne ressemble pas à péri ou psolète péri. On va inclure et on va exclure. On va inclure que péri et psolète péri. Par exemple, Ba'aprat mefourach péri ou psolète péri, afkol péri ou psolète péri. Donnez-moi un exemple de péri. La peau. Mais ça c'est déjà écrit, ça c'est déjà écrit. Ah. Quelque chose qui n'est pas écrit. On parle des pépins. Alors, on parle par exemple d'un fruit qui n'est pas mûr, qu'on appelle en hébreu bosser. Bosser, c'est un fruit immature. Par exemple, un raisin, quand il est tout petit, il s'appelle comment? Bosser. Est-ce que le nazir a le droit de manger du bosser? D'où vous le savez que non? Pourquoi pas après tout? Ça ressemble au péri. Bravo. Également, psolète péri. On a dit que par exemple le vinaigre ou les pots de raisin, c'est psolète péri. Qu'est-ce que ça vient inclure? Qu'est-ce qui ressemble à cela? Eh bien, c'est des fruits pourris. Si par exemple vous avez des raisins qui sont véreux, des raisins qui sont pourris, est-ce que le nazir a le droit de manger? Il enlève le verre et il mange le raisin par exemple. Ou il coupe, il prend un raisin pourri et il le mange. Est-ce qu'il a transgressé à Issour, oui ou non? Oui. Oui, bravo. Pourquoi? Parce que ça ressemble au prat. Quel est le prat? Péri ou psolète péri. Le fruit et le déchet du fruit. Et bien voilà, il a mangé. Soit le fruit immature, ça ressemble au fruit, soit un fruit abîmé,
Ça ressemble au vinaigre. Ça ressemble au pot et pépins. On fait du vin, de la pourriture du raisin. Il y a des vins d'Alsace. Oui, mais en attendant, il n'en a pas fait. À l'heure qu'il est, il n'en a pas fait. Eh bien, malgré tout, c'est assourd. Alors la Gemara pose la question, elle dit, j'ai une proposition à te faire. Ima prat mefourach perigamour, afkol perigamour. Est-ce qu'on pourrait éventuellement proposer une restriction en disant que non, ce que la Torah a voulu inclure dans le klal, c'est uniquement un fruit parfait. Alors, la Gemara dit, c'est impossible. Il est impossible de dire que le klal englobe ce qui ressemble au prat, stricto sensu, c'est-à-dire que des fruits. Parce que dans ce cas-là, si c'est que périgamour, alors pourquoi est-ce que la Torah avait besoin de te donner un klal en disant Mikol asher yetse migefen hayayin? C'est inutile. Pourquoi écrire une généralité après qu'on ait déjà donné toutes les précisions? Ok? Exemple, je demande au transporteur, regarde, tu prendras la valise rouge, la valise noire et la sacoche marron. Et après, je lui dis, et tu prends tout ce qu'il y a là-bas. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? La valise rouge, la valise noire et la sacoche marron. Il n'y a rien de plus. Ça ne sert à rien de lui dire, et prends tout ce qu'il y a là-bas une fois que tu lui as déjà donné toute la liste. En détail. Alors la même chose. La Gemara dit, c'est impossible de dire que le klal ne rajoute rien que du fruit gamour, parce que c'est déjà écrit. Dans ce cas-là, qu'est-ce que la Torah t'a laissé en sous-entendu qu'elle n'a pas dit de manière explicite? Si on va dire que peut-être qu'elle voulait inclure les raisins frais, les raisins secs, activé, c'est déjà écrit clairement. Anavim lahim viveshim. Yain vechometz, activé. Si elle a fait allusion au vin et au vinaigre, c'est déjà écrit explicitement. Ha'en alecha ladun kelashon aharon et la kelashon rishon. Donc tu ne peux pas envisager juste le fruit parfait comme nous proposait le lashon aharon, la dernière version, et là kelashon rishon, c'est uniquement comme ce qu'a dit la Braïta au début, à savoir qu'on inclut tout ce qui ressemble aux fruits et aux déchets du fruit. Rappelez-moi, qu'est-ce qu'on inclut avec le fruit? Le fruit immature. Qu'est-ce qu'on inclut avec le déchet du fruit comme le vinaigre? Même les raisins pourris. Ok. Alors la Gemara pose la question, elle dit Umeachar shesofenu le rabot kol davar matalmud lomar mechartzanim ve'adzag. Dans ce cas-là, on avait des détails. Ensuite, on a eu une généralité. Ça fait quoi? Prat ou klal. Alors pourquoi la Torah? Ensuite, elle a répété des détails. Mais hartzanim ve'adzag. Vous entendez? Prat, klal, prat. À quoi il sert le dernier prat? Le dernier prat, c'était quoi? Hartzanim ve'adzag. Des pépins jusqu'au pot de raisin. À quoi cela sert? Puisque tu as déjà inclus, grâce au vinaigre, qu'est-ce qu'on a inclus? Le raisin pourri. Le vinaigre, le raisin pourri. Et qu'est-ce qu'on a inclus? Là, on va inclure le raisin frais. Alors, le raisin pourri, donc les déchets aussi. À quoi cela sert de rajouter le vinaigre? Le raisin qui n'est pas mature, on l'a déjà inclus avec le raisin. Ouais. Alors, la Gemara dit Lomar lecha, kol makom shatamot se prat ou klal, iyata racha ile moshro veladuno keren aprat, et la naasa klal mosif à la prat. Ad shifot lecha katuv kederech shepiret lecha benazir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour te dire que, à chaque fois que dans la Torah, tu retrouves un prat et un klal qui se suivent, eh bien le klal, tu n'as pas le droit de le considérer et de l'étendre keren à prat
que si la Torah, elle a rajouté une deuxième fois le prat. En d'autres termes, à chaque fois que dans la Torah, on a juste un prat et un klal, à quoi il sert le klal? Il vient rajouter tout. Pas seulement ce qui ressemble au prat. Quand est-ce qu'on dit que le klal ne vient rajouter que ce qui ressemble au prat? C'est seulement si la Torah elle a rajouté encore un prat après le klal. Prat, klal, prat. Mais s'il a écrit que prat ou klal, le klal, il rajoute beaucoup plus que le prat. Pas seulement ce qui ressemble au prat, mais beaucoup plus. C'est ça ce que dit la Braïta. Puisqu'on va rajouter tout ce qui ressemble au prat, alors pourquoi la Torah avait besoin de rajouter le prat de pépins de raisin et de peau de raisin? L'omar lecha, c'est pour t'enseigner justement la règle générale, le code de la Torah. Que quoi? Comme Shatamot Seprat ou Klal, à chaque fois que tu trouves dans la Torah un détail et une généralité qui se suivent, tu n'as pas le droit de l'étendre et de le restreindre juste à ce qui ressemble au prat. Et la naasa haklal moussaf à la prat. Tu dois considérer que le klal, il vient rajouter beaucoup plus que le prat. Même ce qui ne ressemble pas au prat est rajouté par le klal. La généralité englobe beaucoup plus que ce que le prat indique. C'est-à-dire que le prat, il ne servira pas de référence pour restreindre le klal. Le klal, tu pourras ouvrir l'éventail du klal beaucoup plus que le critère du prat. Sauf si la Torah, elle te répète le prat une deuxième fois. Comme ici, dans Nazir. Qui est-ce qui se rappelle la structure du pasouk? S'il vous plaît, donnez-moi la structure du pasouk du Nazir. Je vous ai lu les deux pasukim. Donnez-moi juste 3 mots, s'il vous plaît. Langosha. Prat, klal, prat. Qui est-ce qui se rappelle? Donnez-moi par exemple un prat qui avait été écrit avant le klal. Le klal, c'est Mikol Asher Yetse Migefen Hayayin. Mikol Asher Yetse Migefen Hayayin. Le kol, c'est klal. C'est généralité. Alors, par exemple, avant, qu'est-ce qui était écrit avant? Écrit clairement dans la Torah, un prat. Donnez-moi un de votre souvenir. Eh bien, on avait vu le vin. On avait vu le vinaigre. On avait vu les raisins. Ça, c'était des pratiques qui sont écrites avant. Maintenant, donnez-moi, s'il vous plaît, le prat qui est écrit après le klal. Des pépins jusqu'au pot de raisin. Donc, voyez-vous, prat, klal, prat. Pourquoi la Torah, elle a rajouté le deuxième prat? Pour te dire que le prat sert de référence pour savoir qu'est-ce qui rentre dans le klal. Selon quels critères on va interpréter le klal. Tu veux être aiguillé, orienté dans l'interprétation du klal? Eh bien, c'est par le biais du prat. Mais s'il y avait écrit qu'un seul prat, avant le klal, ça ne suffisait pas. Là, j'aurais dit, le prat, il fond devant le klal. Le klal est beaucoup plus fort que le prat qui l'a précédé. Et donc, le klal, il vient tout rajouter. Par contre, quand la Torah écrit prat, klal, et répète encore une fois prat, c'est pour dire qu'elle tient à restreindre le klal en fonction des critères du prat. Exemple, en l'occurrence, c'est quoi les critères du prat? Donnez-moi 2 critères du prat. Péri, épisolette péri. C'est quoi péri, épisolette péri? Fruits et déchets du fruit. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté grâce à cela? On a rajouté péri. Qu'est-ce qu'on a rajouté grâce à péri? Bosser, les raisins verts immatures. Qu'est-ce qu'on a rajouté avec pisolette péri? Par exemple, le vinaigre. On a rajouté quoi? Des fruits pourris. Très bien. Voilà selon Hachamim. Est-ce que selon Hachamim, on peut rajouter les feuilles de vigne? Est-ce qu'on peut rajouter les loulavim selon Hachamim? Non. Pourquoi? Car ça ne ressemble pas au prat.
ça ne ressemble pas aux détails. Les détails, c'est fruits ou déchets du fruit. Or, les feuilles, c'est pas un fruit. Les branches, c'est pas un fruit. Donc, ce n'est pas inclus dans l'interdiction du nazir. Tandis que d'après Rabbi El-Hazar, même les feuilles de vigne ou les branches de vigne sont interdites. Pourquoi? Parce que lui, il n'interprète pas sous forme de klal ou prat ou klal, il interprète sous forme de ribouille ou mirout. Le mirout, il exclut un seul détail. Mais le ribouille, il est mérabé à col. Même les feuilles de vigne. Bon. Et maintenant, la Gemara va analyser toute cette baraïta. Voyez-vous? Parce que ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a terminé une longue baraïta. Là, maintenant, la Gemara va analyser, paragraphe par paragraphe. Amar mort, le maître a dit, Mahaprat mefourash, péri ou psolète péri, afkol, péri ou psolète péri. La Gemara demande, péri, c'est quoi? Rinve. C'est quoi péri? Rinve. C'est quoi psolète péri maïhi? Hometz. Vous entendez les amis? Là, on a dit que le détail, qu'est-ce qu'il est? Péri et psolète péri. La Gemara demande, c'est quoi péri? Rinve. C'est quoi rinve? Déchets. Non, anavim. Anavim. Les raisins. Les raisins. Alors, péri, c'est le raisin. Psolète péri maïhi, c'est quoi le déchet? Le vinaigre. Hometz. Pourquoi ça s'appelle un déchet? Parce que c'est le vin qui s'est abîmé, qui a tourné au vinaigre. Maintenant, afkol péri, le klal, mikol asheriyain. Le mot kol, c'est quoi? C'est un klal, une généralité. Ça vient inclure péri et psolète péri. Afkol péri, maïhi, c'est quoi? C'est goharke. C'est quoi goharke? C'est le bosser. C'est les fruits pas mûrs. Afkol psolète péri maïhi, amarav kana leatouye, rinve dichri. C'est pour inclure les raisins pourris. Même ça, c'est interdit au nazir. Interrogation orale. Péri, qu'est-ce que ça inclut? Et psolète péri, qu'est-ce que ça inclut? Péri, ça inclut les fruits immatures. Donc péri, ça inclut même le bosser, les petits raisins verts. Et psolète péri, C'est le déchet du fruit. c'est quoi? Oui, mais c'était quoi le déchet de fruit de la Torah? C'est le hometz. C'est quoi hometz? Le vinaigre. Il vient inclure quoi? Les fruits pourris. Très bien. Maintenant, ve'adzag. Amar avina le'atouye deben abenaim. La Torah nous dit mehartsanim ve'adzag. Vous entendez? Depuis le pépin jusqu'à la peau. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à? Quand on dit de là jusque là, on veut inclure tout ce qui est intermédiaire. Qu'est-ce qui est intermédiaire entre le pépin et la peau? La pulpe, la chair du raisin. Donc évidemment, c'est pour ça que la Torah elle a écrit Mihartsanim ve'adzag. Si par exemple tu as épluché le raisin et tu n'as que la pulpe, tu n'as que la chair, eh bien c'est interdit parce que la Torah elle a écrit ve'adzag. Amar mort. Ima prat mefourash perigamour, afkol perigamour. Qu'est-ce que la Braïta avait proposé à un moment donné? Elle a dit, peut-être que de la même façon que le prat, c'est un fruit parfait, ainsi le klal fait allusion au fruit parfait. Comment elle a répondu à cela? Elle a dit, ce n'est pas possible. Pourquoi? Dans ce cas-là, Amarta, la réponse, c'était quoi? Si tu vas me dire qu'on voulait inclure que des fruits parfaits, alors à quoi il sert le klal?
Mikol Asheria Semigefen Ayain, ça ne sert plus à rien. Pourquoi? Anavim Lachim Veiveshim activé. Les raisins frais et secs, c'est déjà écrit. Yain Vechometz activé. Le vin et le vinaigre, c'est déjà écrit. Ha'en Alecha Ladun Kelashon Aharon et la Kelashon Rishon. La Baraïta, elle est donc arrivée à la conclusion que, évidemment, on voulait inclure comme la Shon Rishon, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à péri, à savoir le fruit pas mûr, le bosser, le goarké, et également, qu'est-ce qu'on veut inclure encore? Ce qui ressemble au psolète péri. Qu'est-ce qui ressemble au vinaigre? Le fromage. Non, qu'est-ce qui ressemble au vinaigre qui est psolète péri? Eh bien, on avait dit les fruits pourris. D'accord. Alors après, la Braïta, elle avait posé la question, elle a dit Ume'achar shesofenu lerabot kol davar, ma talmud lomar, hartzanim ve'adzag. Alors dans ce cas-là, à quoi cela sert de répéter mais hartzanim ve'adzag, puisque ça ne sert à rien? D'accord? L'omar lecha, c'est pour t'enseigner la règle générale. À partir de là, tu déduis une règle générale, un code de la Torah. Lequel? L'omar lecha, chez kol makom, chez atamotse, prat ou klal, iata rachaï le moshro veladuno, ke'en prat, et la naasa, klal moussaf à la prat. C'est pour t'enseigner une règle générale, qu'à chaque fois que dans la Torah, tu trouves un prat et un klal, le klal, il vient rajouter tout. Pas seulement ce qui ressemble au prat. Sauf si la Torah écrit prat ou klal ou prat, alors là, le klal n'englobe que ce qui ressemble au prat. Car le prat va servir de critère, il va servir de référence pour savoir qu'est-ce que le klal englobe. Comme en effet, la Torah nous a précisé à propos du Nazir, Mehar Tzanim ve'adzag. Ok. La Gemara pose la question sur ce hidouche merveilleux, à savoir que là nous avons la révélation de l'un des codes de la Torah, prat ou klal ou prat. Si c'est ainsi, j'ai une grosse question. Ul Rabbi Elazar ben Azaria de Kamokim le Hay Mehar Tzanim ve'adzag. Lomar, she'eno hayav, ad she'ochal shne hartzanim vezag. Prata minaleh. C'est une question bombe, nucléaire. On vient de dire que, selon Hachamim, pourquoi la Torah a écrit 2 fois le prat, une fois avant le klal, et une fois après le klal. C'est pour nous enseigner justement un code de la Torah. Lequel? C'est qu'à chaque fois qu'il est écrit prat ou klal, le klal, il fait fondre le prat. Le prat, il disparaît devant le klal. C'est-à-dire que le klal vient nous rajouter tout. Klal, il englobe tout. Quand est-ce qu'on dit que iatadan et la ke'en à prat, que le prat, il vient servir de critère, de référence pour interpréter le klal, pour savoir que le klal n'inclut et n'englobe que ce qui ressemble au prat, c'est seulement si la Torah elle a écrit 2 fois le prat. Une fois avant le klal et une fois après le klal. Mais si elle a écrit que prat ou klal, le klal fait disparaître le prat. D'où on l'apprend? Eh bien de Nazir. Du fait que la Torah dans Nazir, elle aurait pu écrire juste prat ou klal. Pourquoi elle a répété encore des pratim après le klal? Comme ici, mais hartzanim ve'adzag, ce sont des pratim qui sont écrits après le klal. Pourquoi? C'est pour justement nous enseigner le code de la Torah. Que s'il y a écrit prat ou klal, le klal il inclut tout. S'il y a écrit prat ou klal ou prat, alors là je dis que le klal n'inclut pas tout. Il n'englobe que ce qui ressemble au prat. En hébreu, i atadan et la ke'en haprat. Mais la Gemara dit, c'est bien beau, d'après Hachamim, mais d'après Rabbi Elazar ben Azaria, j'ai un problème. Car Rabbi Elazar ben Azaria, dans la Mishnah, nous a enseigné qu'un nazir, s'il a mangé que des pépins de raisin ou que des peaux de raisin, il n'est pas hayav. Il faut qu'il ait mangé minimum 2 pépins de raisin
et une peau de raisin. Minimum. Parce que c'est écrit au pluriel hartzanim, des pépins, et c'est écrit au singulier zag, ce qui veut dire au moins un zag, au moins 2 pépins. Sinon, il n'y a pas de malkout. S'il mange que des zagim ou que des hartzanim, non. Alors, ce hidouche qu'on ne peut pas inventer, la Torah l'a écrit au travers de cette phrase, les hartzanim, ve'ad zag. Donc, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, cette phrase n'est pas un prat. Cette phrase, c'est une halacha qui vient nous dire que le nazir ne sera hayav malkout que s'il a mangé 2 hartzanim et un zag. Ça, ce n'est pas un prat inutile. Ce n'est pas un prat inutile, un prat qui était déjà inclus dans le klal. Pas du tout. Il n'était pas du tout inclus dans le klal. Au niveau de la quantité, c'est tout. Alors cette quantité-là, j'aurais pas pu le savoir si la Torah ne l'avait pas écrit. Donc si la Torah avait besoin de l'écrire, donc ce n'est pas un prat inutile pour m'enseigner un code de la Torah. Alors la question se pose, d'où Rabbi Elazar ben Azaria connaît ce code de la Torah? Prata minale. Réponse, Savarla ke Rabbi Elazar, Dedarish, Mi'et Veriba. Selon lui, Be'emet, il ne pense pas, Rabbi Elazar ben Azaria, il ne pense pas comme Hachamim, il pense plutôt comme Rabbi Elazar de la Braïta. Rabbi Elazar, c'est qui? Rabbi Elazar ben Shamoua. Et Rabbi Elazar de la Mishnah, c'est qui? Rabbi Elazar ben Azaria. Ce ne sont pas les mêmes Rabbi Elazar. Mais la Gemara les met au diapason. Elle dit Rabbi Elazar ben Azaria de la Mishnah, il pense comme Rabbi Elazar ben Shamoua de la Braïta. Que quoi? Que ici, les psukim, les 2 psukim de Nazir, il ne faut pas les interpréter sous forme de prat ou klal ou prat, il faut les interpréter sous forme de mirout, ribouille ou mirout. Alors dans ce cas-là, il aurait été amplement suffisant d'écrire mirout et ribouille. Et avec ça, tu es déjà memaret. Avec ça déjà, tu aurais pu être en disant le ribouille, il est mérabé à kol, le mirout, il est memaret d'avar ehad, et c'est fini. Nachon? Pourquoi est-ce que la Torah elle a rajouté encore une fois Behartzanim Be'adzag? C'est un mirout inutile. Pourquoi la Torah a rajouté cela? C'est pour justement l'enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria, pour nous dire qu'il faut 2 pépins au minimum et une peau de raisin au minimum. Pour recevoir 39 coups. Ouais. Alors, dans ce cas-là, voilà, on a une bonne réponse. Ça, c'est une première réponse. Veiba itima, deuxième réponse, Kerabanan. Deuxième réponse, c'est Kerabanan. C'est quoi Kerabanan? Mais même si on dit que Rabbi Elazar ben Azaria, il interprète les psukim, non pas sous forme de mirout, ribouille et mirout, mais plutôt sous forme de prat ou klal ou prat, malgré tout, ça marche. Comment ça marche? Pourtant, lui, il a besoin de cette phrase pour apprendre qu'il faut minimum 2 pépins et minimum un zag. Il te dit comme ça. Il sal kadata kedama Rabbi Elazar ben Azaria, nirteve rahmana lehay behartzanim ve'ad zag, gabe prate, lemail cheta katve batar klal, shmamina lemidayne beklal ou prat. Rabbi Elazar ben Azaria, il te dit, même si je pense comme Hachamim, moi j'ai 2 enseignements de cette phrase Behartzanim ve'adzag. Premièrement, c'est qu'il faut minimum 2 pépins et une peau de raisin. Ça, c'est le premier enseignement. Et deuxièmement, c'est que je déduis le code de la Torah, lequel? Que s'il y avait écrit que prat ou klal, alors le klal, il est mérabé à kol. Mais s'il y a écrit prat ou klal ou prat, là je dis iatadan elake'en a prat. Le prat, il sert de critère de référence. Mais d'où il le sait? Il te dit comme ça. Si c'était juste, si la Torah voulait juste m'enseigner que le minimum c'est 2 pépins et une peau de raisin, avec cette phrase de Behartzanim ve'adzag, cette phrase elle aurait mise avec les pratim avant le klal. Regardez le passouk, je vous le lis, les 2 psukim. Vous allez voir qu'il y a klal
prat, klal. Miyain veshechar yazir, prat. Chometz yain vechometz shechar, prat. Chom yishrat adavim lo yishte, prat. Adavim lachim veshim lo yochel, prat. Nikol asher yaseh migefen hayain, klal. Mechartzanim ve'adzag lo yochel, prat. Voyez-vous, si Béhémet la Torah, elle voulait juste m'enseigner le din de 2 pépins et une peau de raisin, mais elle m'aurait mis cette phrase-là avec les pratim avant le klal. Et donc j'aurais eu un klal, un prat ou klal. Du fait que la Torah a séparé les pratim, elle a mis prat avant, elle a mis klal au milieu et ensuite prat après, eh bien c'est pour me donner l'enseignement du code de la Torah. Elle me fait ici allusion au code de la Torah, que quand est-ce qu'on dit Yatada de la Keren à prat, que si le prat il est avant et après le klal. Mais si tous les pratim étaient qu'avant le klal, on n'aurait pas dit Yatada de la Keren à prat. C'est très 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 beau. Lema ilcheta katvera hamana batar klal, shmamina lemidaine miklal ou prat. La Gemara pose la question, elle dit Ve'ima kule leachi ou deata. Alors dans ce cas-là, je peux retourner la question à Rabbi Elazar ben Azaria et lui dire peut-être que la Torah, elle voulait juste m'enseigner le code de la Torah, à savoir que prat ou klal ou prat, yatada de la keren prat. Qui te dit que la Torah elle écrit ses pratim pour m'enseigner l'histoire des 2 pépins et une peau? Qui te dit que c'est pour ça qu'elle a écrit? Im ken lichtov rahamana o shne hartzanim o shne zagim o hartzan vezag lima ilcheta katav rahmana behartzanim ve'adzag shmamina limidrash be klal uprat ve'ikana limidrash be ad sheyochal shne hartzanim vezag. C'est-à-dire, si vraiment la Torah ne voulait pas m'enseigner aussi cette précision de la quantité, à savoir 2 pépins et une peau de raisin pour l'interdiction du nazir, si c'était juste pour m'enseigner le code de la Torah, alors elle n'avait pas à être aussi précise. Par exemple, d'écrire hartzanim et adzag. Hartzanim au pluriel, zag au singulier. Elle aurait pu écrire par exemple 2 hartzanim ou 2 zagim ou un hartzan et un zag. Pourquoi elle a écrit hartzanim au pluriel et zag au singulier? Donc déjà, elle aurait pu écrire que hartzanim ou que zagim, ou bien les 2 singuliers, les 2 pluriels. Pourquoi elle m'a écrit hartzanim au pluriel et zag au singulier? C'est pour m'enseigner aussi le shi'ur, le volume, pour la condamnation du nazir qui aurait été en infraction. Donc, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, on a en effet 2 enseignements. Le code de la Torah et la quantité pour l'infraction. Et maintenant, la Gemara pose une question par rapport à Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar nedarish mi'et veriba. Prat ou klal ou prat minale. C'est-à-dire que par rapport au psukim du nazir, Rabbi Elazar dans la Braïta nous a dit que même les feuilles de la vigne sont interdites au nazir, et même les loulavim sont interdits. Et d'où il a appris ça? Par le code qui s'appelle Mi'ut veribouille. À quoi sert le ribouille? À tout inclure. Même les sarments, même les loulavim, n'est-ce pas? Et à quoi sert le Mi'ut? À exclure Shabishta. Shabishta, c'est quoi? C'est des branches de vigne sèches, bravo, qui sont immangeables. Lorsque la tige, elle est fraîche, qu'on peut éplucher la tige et manger le cœur, ça s'appelle l'oulave. La feuille de vigne qui va servir au sushi, c'est mangeable, eh bien c'est interdit d'après Rabbi Elazar, d'où il a déduit du ribouille. Et à quoi a servi le mi'ut? Le mi'ut, c'est pour exclure Shabishta, les branches sèches. Très bien. Alors la Gemara pose une question générale. Excuse me, Rabbi Elazar, d'où il connaît le code de la Torah qui s'appelle Prat ou Klal ou Prat? Rabbi Abaou nous dit que Rabbi Elazar va trouver la source de Prat ou Klal ou Prat dans le sujet suivant,
un passouk qui figure dans Parashat Mishpatim, qui nous parle du Shomer. Amar Rabbi Abaou, Nafkale Mehaikra, il le déduit du passouk suivant. Chiten Ish, El Re'ehu, Hamor Oshor Ose. Alors je vais vous lire tout le passouk et après on va l'interpréter. Chiten Ish, El Re'ehu, Hamor Oshor Ose. Bechol Behema Lishmor, ou Met Onishba, Onishba, En Ro'e. C'est-à-dire que si quelqu'un a donné à garder à son voisin un animal et à garder, que ce soit un âne ou un bœuf ou un agneau, n'importe quelle bête à garder, et finalement la bête est morte, ou elle a été brisée, c'est-à-dire qu'elle a trébuché, elle s'est cassé les os, ou s'est cassé la patte, au nishba, où elle a été volée, en roé, personne, il n'y a pas de témoin. Alors ensuite, la Torah nous donne les lois relatives aux shomrim, les gardiens. On sait qu'il y a 4 sortes de gardiens. Shomer Chinam, Shomer Sachar, Socher, Shoel. Ok, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la structure du pasouk. Quand la Torah a parlé d'objets que l'on donne à garder, au début elle a parlé d'animaux précis, et après elle a parlé de toutes les bêtes en général, et après encore une fois elle donne une précision. On va voir. Si quelqu'un donne à son prochain à garder quoi? Hamor, un âne. Oshor, un bœuf. Osé, un agneau. Prat, ça évidemment ce sont des détails précis. Bechol behema, klal. Ou bien il lui a donné à garder n'importe quelle bête. Qu'est-ce qu'on inclut dans kol behema? Le prat. Eh bien pas seulement des menus bétail ou gros bétail, même des animaux sauvages. On peut avoir même des lions, même des ours. Il lui a donné à garder. C'est vrai que Behema, vous avez raison, que Behema, en général, ça désigne les troupeaux, les ovins, les bovins, c'est vrai. Mais il est écrit dans la Gemara que Haya Bichlal Behema. Parce qu'on retrouve dans Parashat Shemini, Zota Haya Asher Tochelu, et après, on nous a donné des Behemoth. C'est pour dire que parfois la Torah, elle emploie ce terme pour ce terme. C'est-à-dire ce terme pour cette catégorie. Alors regardez. Vechol Behema Klal. Après avoir précisé Hamor, Shor et Se, elle a rajouté Vechol Behema. Donc toutes sortes d'animaux, même des lions, même des ours. Ensuite, Lishmor, Hazar ou Parat. Quand tu écris Lishmor, c'est encore une fois un prat. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi Lishmor à garder c'est un prat? Vous savez pourquoi? Parce qu'on parle ici des animaux qui sont gardables. C'est-à-dire qu'on a besoin de garder. Quels sont les animaux qu'on a besoin de surveiller, de protéger, de préserver de tout mal? Eh bien, ce sont le menu bétail et le gros bétail. Tandis que les lions et les ours, tu n'as pas besoin de les garder, hein, ils se débrouillent tout seuls comme des grands. Il faut garder deux. Prat ou klal ou prat. Donc ici, c'est comme si nous avons prat, klal, et encore une fois prat, car l'ishmor c'est prat. Qu'est-ce qu'on dit? Prat ou klal ou prat, I atadan ela keren haprat. C'est-à-dire, tu ne peux, dans ce cas-là, inclure que ce qui ressemble au prat. Et c'est quoi qui ressemble au prat? C'est les animaux de l'âne. Bravo, ce qui ressemble à l'âne et au bœuf et au mouton. Ce qui veut dire que les animaux domestiques, bravo, et pas les animaux sauvages. Les animaux sauvages, si par exemple quelqu'un te donne à garder des animaux sauvages, les lois de Shomer Sachar, puisqu'ici on parle de Shomer Sachar, le gardien qui est payé, ne repose pas, ne lui incombe pas. Les lois de Shomer ne sont applicables qu'à celui à qui on a donné à garder quoi? Des animaux domestiques, et pas des animaux sauvages. En fait. Médiouk. Rava Amar Nafkale Mehaikra. Rava dit que la notion de prat ou klal ou prat, Rabbi El-Hazar l'a déduit de par ailleurs.
Où ça? À propos du sujet des corbanotes. Regardez. Il est écrit Ve'im min hatson korbano min hakesavim o min ha'izim le'ola zachar tamim yakrivenu. Ve'im min prat. Hatson klal. Kevazim ve'izim hazar ou parat. Prat ou klal ou prat yatadan ela ke'ena prat. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, il est écrit Ve'im min hatson korbano. Qu'est-ce que ça veut dire? Min hatson korbano. Une espèce. Min, non. Min ici, c'est pas avec yud. C'est écrit min sans yud. Comment traduire à Botaï min hatson? Bravo. Min, ça veut dire de, du menu bétail. Min hatson korbano. Et quand la Torah nous a dit min hatson, quand on dit min, quand on dit de, ça veut dire pas la totalité du tson. Par exemple, quand je vais vous dire prendre du porte-monnaie de l'argent. Quand je dis prendre du porte-monnaie, ça veut dire ne prendre pas tout le porte-monnaie. Prendre du porte-monnaie, c'est-à-dire que tu prends une partie, tu laisses une partie. La même chose quand on dit ve'im min hatson, ça veut dire il y a une partie du tson qui est qualifiée et il y a une partie du tson qui est disqualifiée. Il y a en effet des animaux qui ne sont pas sacrifiables. Par exemple, un animal qui a servi à la Avodazara ou autre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est min hatson. Du fait que la Torah elle est écrit min hatson, c'est prat. Ça veut dire qu'elle veut exclure certaines bêtes du tson. Ensuite, donc je prends d'abord le mot ve'im min. Le mot min, déjà, min, c'est prat. Hatson, c'est klal. Parce que dans le troupeau qui est tson, tu as dedans toutes sortes de bêtes, même des bêtes qui ont servi à la Avodazara, même ce qu'on appelle nirba, qui a servi à la zoophilie ou autre. Eh bien, tout est kasher. Ça s'appelle klal. Ensuite, kevasim verizim, prat. Les moutons, les chèvres, encore une fois, prat. C'est pour te dire, prat ou klal ou prat, iatadan et la keren à prat. C'est pour te dire qu'il y a dans le klal que ce qui ressemble au prat. Donc tu ne peux pas dire que tous les animaux sont aptes au sacrifice. Il y a forcément des bêtes qui sont disqualifiées. Comme j'ai dit tout à l'heure, des bêtes qui ont servi au Haverot, comme Avodazara ou zoophilie et tout ça, eh bien tout cela, c'est interdit. La Gemara maintenant pose une question et elle dit pourquoi est-ce que Rava il n'a pas apporté une preuve, il n'a pas cité un pasouk qui est écrit dans Sefer Vayikra, qui est écrit avant ces psukim. Parce que ce pasouk il est écrit dans Perek Aleph de Parashat Vayikra, pasouk Yud. Mais il aurait pu apporter une preuve déjà de Perek Aleph, pasouk Bet, où il est écrit Adam qui akriv mikem korban lachem, mina behema, mina bakar ou mina tzon, takrivu et korbanchem. On aurait pu faire la même dracha. Min, prat, habehema, klal, bakar matzon, hazar ou parat, prat ou klal ou prat, yatadan ela ke'ena prat. C'est-à-dire que voilà, tu as ici exactement la même structure du pasouk. Qu'est-ce que tu vois dans ce pasouk? Précision, généralité, précision. Pourquoi est-ce que Rava n'a pas cité cela comme référence pour la règle de prat ou klal ou prat? Amarle, Rava a répondu à Rav Yehuda de la ville de Diskarta. Il lui a dit Minhaï le kale mashma mina. Tu ne peux pas déduire de mina behema pour dire qu'il y a des bêtes qui ne sont pas raoui les korban, pour dire que c'est une exclusion, que c'est un prat. Pourquoi? Si le mot min ha behema, c'était pour dire qu'il y a seulement une catégorie de behema qui est apte, mais pas l'autre, ha behema haya bichlal behema. Nous savons très bien
que même les hayot, même les bêtes sauvages, sont incluses dans le mot behema, n'est-ce pas? Oui. Et comme j'avais dit tout à l'heure, Zota Haya Asher Tochelu. Et donc on aurait pu croire que même les... Comment ils s'appellent? Même parmi les animaux sauvages, tels que la gazelle, le daim, le cerf, tout cela, la biche, on aurait pu croire qu'ils sont aptes. Et le mot mine, j'aurais en effet exclu une partie, mais pas, je n'aurais pas exclu les hayot. C'est pour ça qu'il a fallu, on ne pouvait pas s'appuyer là-dessus. Ça permet de traduire mine parmi. Comment? Le mot mine, parmi les animaux. Mina. Oui. Mine. Quand on dit deux, ça veut dire que c'est parmi. Amarle. Haya bichlal behema. Active bakar vatson. Lui a dit, est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, on aurait pu se tromper et inclure dans behema même les hayot, c'est-à-dire les bêtes sauvages, telles que le cerf et la gazelle, active bakar vatson. Dans ce pasouk, ve'avale prat uklal uprat v'yata dadel keren prat. Au contraire, c'est écrit clairement bakar vatson qui veut dire gros bétail. Mina behema, mina bakar ou mina tson. Donc forcément, on parle que des bœufs, des gros bétails et bœufs du bétail. C'est impossible d'inclure Des hayot. des hayot. Donc en effet, la Gemara dit, ce pasouk-là, il aurait pu servir de référence pour prat ou klal ou prat pour Rabbi Elazar. Ok. La Gemara maintenant cherche à savoir où est-ce qu'on retrouve que Behemet, les Hachamim, quand ils ont un prat ou klal ou prat, ils disent que le klal, il vient nous enseigner pas tout, mais uniquement ce qui ressemble au prat. La Gemara trouve une référence dans le pasouk qui parle du Maaser Sheni. Vous savez que on doit prélever des fruits d'Eretz Israël, la terouma qu'on donne au Kohen, le Maaser Rishon qu'on donne au Lévi, mais le Maaser Sheni, le deuxième Maaser, la deuxième dîme, qu'est-ce qu'on en fait? C'est des fruits qui sont kadosh qu'on doit manger à Yerushalayim. Si c'est trop lourd ou trop loin pour transporter, alors on transfère la kedusha de ces fruits sur de l'argent, et cet argent sera apporté à Jérusalem, et on va acheter là-bas des produits alimentaires que l'on consommera à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on pourra acheter avec cet argent? Est-ce qu'on peut acheter des meubles? Est-ce qu'on peut acheter des habits? Réponse non. D'où on le sait? Grâce au klal ou prat ou klal. Regardez le pasouk. Détania. Il est écrit à propos du Maaser Sheni dans Parashat Re'eh. Venatata kesef bechol asher te'ave nafshecha. Tu investiras l'argent du Maaser Sheni, du rachat, de la sainteté du Maaser Sheni, bechol asher te'ave nafshecha, dans tout ce que ton âme désire. Klal. Quand on dit dans tout ce que, Ça inclut les fruits. ça inclut tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Même des meubles, même des habits. Ensuite, il est écrit Babakar ou Batson ou Bayain ou Batchecha. Prat, on te restreint. Juste à Bakar, c'est quoi? Gros bétail, Betson. Menu bétail, Bayain. Le vin, Batchecha. Alors, le Yain, on avait dit que Yain, c'est le nouveau vin, Shechar, le vieux vin. Prat, ce sont des restrictions, des précisions. Et après la Torah, encore une fois, il écrit Uprol asher tish'alcha nafshecha. Et tout ce que ton âme désire. Hazar vekalal. Et la Torah, encore une fois, elle a dit Ubechol, tout ce que ton âme désire. C'est quoi tout ça? Klal ou prat ou klal. Au début, elle a dit kol. Après, elle a donné un prat. Et après, encore une fois, kol. Ça s'appelle klal ou prat ou klal. Comment faut-il interpréter? Iatadan et la keren prat. Le klal ne sera qu'en fonction du prat. C'est-à-dire le prat, il sert de référence pour savoir quels sont les critères du klal. Mahaprat mefourash perimipri vegidulekar, car de même que
le prat, c'est périmipri. C'est quoi périmipri? Le fruit du fruit. Donnez-moi un exemple. L'arbre. Bravo. Tous les fruits que nous avons, d'où on les a eus? Eh ben, du fruit précédent qu'on a semé. On avait semé les graines du fruit précédent. Et on a créé un nouvel arbre qui nous a donné des nouveaux fruits. Et chaque fruit est issu du précédent. Ça s'appelle fruit du fruit. Tous les fruits sont des fruits du fruit. Également, Bakar Batson, les troupeaux de gros bétail, menu bétail, c'est des fruits de fruits. Car d'où ils sortent ces troupeaux? Eh ben, d'un troupeau précédent. Et lui-même, qu'est-ce qu'il était le troupeau précédent? Le fruit d'un troupeau précédent. Donc, Koulam, c'est primi-prix. Uno. Secondo, c'est quoi le critère? Guidoulé karka. Qu'est-ce que ça veut dire guidoulé karka? Ils grandissent grâce au sol. C'est-à-dire, le fruit, le fruit d'où il pousse, d'où il saute, du sol. Tous les végétaux. Maintenant, les animaux, Bakar Vatson. Est-ce que c'est guidoulé karka? Il nous dit que dans le klal, on va inclure dans le klal tout ce qui ressemble aux animaux et aux fruits. Alors, c'est quoi les critères des animaux et fruits? Primi-prix, mais guidoulé karka. Alors, qu'est-ce qu'on appelle primi-prix? Donc, déjà, tous les végétaux, ils sont tous primi-prix, ou non. Et deuxièmement, ils sont guidoulé karka. Pardon, les animaux et les végétaux, excusez-moi. Les animaux et les végétaux, ils sont tous primi-prix. Mais est-ce qu'ils sont tous guidoulé karka? Les végétaux, d'accord. Mais les animaux, est-ce qu'ils sont guidoulé karka? Réponse oui. Ça veut dire, ils grandissent grâce au sol, c'est-à-dire que qu'est-ce que mangent les animaux pour vivre? Eh ben, l'herbe. Ça s'appelle, ils grandissent par les végétaux. Guidoulé karka. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter avec l'argent du Maraser Sheni à Jérusalem? Eh bien, tout ce qui est primi-prix et tout ce qui est guidoulé karka. Maintenant, la Gemara dit Mirde klal ou prat ou klal, ke'en prata daïninadle, klal abatra maï arnele. À quoi sert le deuxième klal? Puisqu'on a dit que klal ou prat, on a dit que c'est uniquement des choses qui sont, répétons, klal, prat, klal. Qu'est-ce qu'on rajoute dans le klal? Que ce qui ressemble au prat. On inclut dans le klal que ce qui ressemble au prat. Une fois que tu as défini le critère du prat, tu as défini le critère du klal. Alors la question se pose, pourquoi j'ai besoin de deux klal? Klal, prat, klal. Eh bien, tu peux me faire la même chose avec klal et prat. La Gemara dit Ahnele au soufé kol de damele. C'est-à-dire, s'il y avait écrit que klal ou prat, on aurait dit que dans le klal, il n'y a que le prat. C'est pour ça que la Torah était obligée de rajouter un deuxième klal. Si elle avait écrit que klal ou prat, rappelez-moi le code d'ailleurs, vous le connaissez. Klal ou prat, en ba klal et la macheba prat. Quand le prat vient après un klal, il vient restreindre le klal au prat. En ba klal et la macheba prat. C'est pour ça que la Torah elle était obligée de rajouter un deuxième klal, klal, prat, klal, pour dire Iatadan et la keren à prat. Le prat, il servira de référence pour savoir quels sont les critères du klal. Mais le critère du prat, c'est les critères du klal. Mais si on n'avait que klal et prat, eh bien, on est obligé de se restreindre au prat. Vetou, la Gemara continue son enquête. Et elle dit, prat ou klal ou prat, keren a prat daïn ninadle, prata batra amay arne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as dit aussi que prat, klal, prat, c'est comme klal, prat, klal. Dans les deux, qu'est-ce qu'on dit? Iatadan et la keren a prat. Le klal, il vient rajouter tout ce qui ressemble au prat. Le prat, à quoi il sert? Il sert de référence pour avoir les critères du klal. Alors, question.
Question. Question. À quoi il sert le deuxième prat? On aurait pu écrire prat ou klal, et tu aurais fait exactement la même chose. La Gemara dit non, il a prata batra'a. Excusez-moi, à quoi il sert le deuxième prat? Prat, klal, prat. Si c'est juste pour dire iatadanela kerena prat, alors tu aurais pu écrire prat ou klal. La Gemara dit non, il a prata batra'a. Si on n'avait pas le deuxième prat, celui qui vient après le klal, on aurait pu croire que le klal, il fait fondre le prat. Et bien, c'est comme ça. C'est-à-dire que le prat, il s'annule devant le klal, parce que le klal, il vient rajouter toute la masse de détails, beaucoup plus que le prat. Donc le prat, il va fondre comme la neige au soleil devant le klal. C'est pour ça que la Torah elle avait besoin de rajouter une deuxième fois le prat après le klal, pour dire que non, le prat il a son importance. Quelle est l'importance du prat? C'est de servir de référence. Pour savoir quel est le critère du klal, eh bien le critère du klal c'est le critère du prat. Vous vous rappelez? Par exemple, qui est-ce qui peut me donner l'exemple? Nazir. Écoutez le nazir. D'où sait-on que le nazir, par exemple, il peut manger, pardon, il n'a pas, oui, il peut manger les feuilles de vigne, d'après Chachamim. Il peut manger les loulavim. Pourquoi? Parce qu'on avait dit prat, klal, prat. C'est quoi? Prat, c'est des péris. Et aussi, pissolet, péri. C'est quoi le péri? C'est les fruits. Et pissolet, péri, c'est le vinaigre. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Eh bien, des fruits qui sont immatures, ou au contraire, des fruits pourris. Mais qu'en est-il de la feuille de vigne? C'est pas interdit, d'après Chachamim. Ou les tiges des branches, ce n'est pas interdit, car ça n'a rien à voir avec le prat, avec le fruit. Le fruit, c'est le prat. Ok? Alors maintenant, voilà pourquoi la Torah a écrit prat, klal, prat. C'est pour insister, pour te dire que ne pense pas que le klal, il vient te rajouter nos limites. Le klal, il est limité aux critères du prat. Comme le prat, c'est pris et puis solette péri, ainsi le klal, c'est péri et puis solette péri. Mais pas les feuilles de vigne, pas les branches. Alors que s'il y avait écrit juste prat ou klal, alors dans ce cas-là, on aurait tout rajouté. La Gemara dit, au mirdé, traîne klala ou prata, ou traîne praté ou klala, qu'en prata daïnenale, maï ika bene ou bene. La Gemara dit, une fois que tu m'as dit que prat ou klal ou prat ou klal, c'est exactement pareil, c'est qu'on dit toujours, iatadan et la keren à prat, alors quelle est réellement la différence entre eux? Ika, de ilu tarten klala ou prata, si on a klal, prat, klal, ika prata de damile afilu behatzad, merabbinan, très praté ou klala, ika prata de dame mishne tzadin merabbinan, behatzad lo merabbinan. Quelle est la différence entre prat ou klal ou prat, ou bien klal ou prat ou klal? Puisque finalement le résultat est le même. C'est qu'à chaque fois tu dis que le prat il sert de référence pour avoir le critère du klal. Alors quelle est la différence? La Gemara dit que la différence est la suivante. C'est que quand on a klal ou prat ou klal, il est suffisant d'avoir juste un point commun. Un point commun. Dans ce cas-là, le klal, il inclut tout ce qu'il a comme point commun avec le prat. Mais quand on a prat, klal, prat, il faut qu'il y ait deux points communs. Comme par exemple, péri et puis solette péri. Il faut qu'il y ait deux points communs. La Gemara dit, des prat ou klal, na'asa klal moussaf à la prat, veitrabe kol mile, mi'ed veriba nami riba hakol, veitrabe kol mile, maï ika ben mi'ed veriba les prat ou klal. La Gemara se demande par rapport à ces deux codes de la Torah. On a un code qui s'appelle
prat ou klal, et on a un code qui s'appelle mi'ut veribouille. Quand on a d'abord une précision, ensuite une généralisation, prat ou klal, ou bien quand on a un mi'ut, c'est-à-dire un détail, et ensuite un ribouille, on a une extension. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'on dit? C'est que le ribouille ou le klal, il vient rajouter beaucoup plus que le prat. Il vient tout rajouter. Alors dans ce cas-là, je n'ai pas compris quelle est la différence entre ce code de la Torah et ce code de la Torah. Prat ou klal, ou bien mi'ut veribouille, le résultat est le même. Réponse, Ika de ilu prat ou klal, merabinan afilu alin velu lavin. Vemi'et veriba, lulavin in alin lo. Si par exemple, on avait au niveau de Nazir, imaginons qu'on n'avait pas le deuxième prat, mais hartsanim veradzag. Si on n'avait que prat ou klal, c'est quoi prat? Les raisins, le vinaigre, d'accord, les pots de le raisin, le vinaigre ou le vin. Et ensuite on a le klal. Mikol asher yase migefen ayayin. Si c'est en tant que klal, il nous dit comme ça. Prat ou klal, mais rabinan afilu alim velu lavin. J'aurais pu rajouter les feuilles de vigne et même les feuilles de vigne et même les tiges tendres et ainsi de suite. J'aurais pu rajouter tout cela. Mais si on n'a que mi'ut et ribouille, dans ce cas-là, on ne peut pas rajouter les deux. Mi'ut beribal ou lavin in alin lo. Pourquoi? Parce que j'aurais dit que ce qui est le plus proche du prat, c'est-à-dire quelque chose qui est le plus mangeable. Entre les feuilles de vigne et les loulavim, qu'est-ce qui est plus mangeable entre les deux? Eh bien, c'est le cœur des tiges qui est plus mangeable. Vous êtes déjà parti en montagne, vous voyez les tiges, vous les épluchez, vous mangez le cœur, c'est délicieux. Alors que la feuille de vigne, il faut mettre d'abord du riz dedans, il faut mettre de la farce, de la viande. Mais sinon, manger la feuille telle qu'elle, c'est pas bon. Donc, j'aurais dit, les loulavim, oui. Alimlo, j'aurais dit qu'on n'inclut pas les feuilles. D'accord? Donc, c'est pour cela que dans mi'ut veribouille, j'aurais été méma'et les feuilles. Alors que dans le prat ou klal, j'aurais rajouté dans le klal tout ce qui ressemble au prat, c'est-à-dire même les feuilles, pas seulement ce qui ressemble au prat, j'aurais rajouté tout le produit de la vigne, à savoir même les feuilles et même les loulavim. Voilà, on a terminé un sujet qui était très complexe.